alors l'anthropocène, c'est un terme qui a été inventé par des scientifiques, dont des prix Nobel, etc., des grandes pointures, pour annoncer, affirmer que la Terre est en train de changer de régime géologique. Que ce qu'on vit, c'est pas juste une crise écologique mondiale, c'est un basculement de la trajectoire géologique de la Terre qui serait en train de sortir de l'Holocène. L'Holocène est l'époque géologique antérieure, les 12 000 dernières années, depuis la dernière glaciation. À l'appui de cette thèse, alors il y a deux façons de prouver cette thèse. La première qui vient de la géologie traditionnelle, on va chercher dans les sédiments, les roches, des preuves matérielles, tangibles d'une rupture temporelle. Cette preuve-là n'est pas complètement apportée, elle est controversée. Il y a eu un premier rapport dans un groupe de travail dans la Société internationale de géologie. Il va y avoir une nouvelle discussion en 2016. Donc de ce point de vue-là, c'est encore en discussion. Donc l'anthropocène des géologues, des stratigraphes n'est pas encore validé. Dans le tableau l'échelle des temps géologiques qu'ils valident officiellement, tous les 4 ans, ils peuvent réviser ce tableau. Il y a une autre façon d'avancer l'idée de l'anthropocène qui vient plus des sciences du système Terre et d'une conception théorie des systèmes complexes de la planète qui consiste à dire que quand bien même on n'a pas encore de traces dans le petit compartiment que sont les sédiments, qui n'est que un des compartiments de la planète, ce qui compte, c'est le fait que, en tant que système, la Terre a changé d'état. Et pour regarder ça, on peut regarder l'ensemble des compartiments de la planète, l'atmosphère, l'évolution de sa composition, la cryosphère, la glace, l'hydrosphère, les océans, les forêts. Il n'y a pas de critères de preuve étroits, comme chez les stratigraphes, mais au contraire, on va regarder un ensemble de paramètres. Et du coup, ils ont fait une espèce de tableau de bord de l'anthropocène avec 24 paramètres où ils mesurent depuis 1750 l'évolution du cycle du carbone, de l'azote, du phosphate, de la biodiversité, de la déforestation, etc. etc. Et sur la base de ce tableau, ils disent nous avons quitté les paramètres du système Terre de la période pré-industrielle et on est rentré dans autre chose. Cette autre chose, il correspond à des changements de la planète qui sont inconnus à l'échelle de l'existence de l'humanité, les 2,5 millions d'années du genre Homo. Il renvoie plutôt à des équivalents qui sont plus anciens. Si on va vers plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle, la dernière fois que la Terre aura été plus chaude, c'était il y a 14 millions d'années. Et l'équivalent de notre crise de biodiversité actuelle, l'équivalent, c'est il y a 65 millions d'années. Donc dans tous les cas, la Terre a connu des tas d'évolutions plus catastrophiques que ce qui est en train de se produire, mais par contre, ça mérite, selon eux, le nom d'une nouvelle époque, et en lien avec l'histoire humaine, c'est nouveau. C'est une nouvelle condition de la vie humaine sur Terre, puisque nous, à court terme, dans quelques décennies, et les générations futures à très court terme, vont être amenés à vivre dans des conditions environnementales que le genre humain n'a jamais connues. Le genre de montée en dramatisation sur une nouvelle condition pour l'humanité en tant que totalité, pour l'espèce humaine, etc., qu'il y a dans ce discours de l'anthropocène, ce qui amène à une forme des nouvelles. À la fois, il y a des éléments scientifiques très intéressants, ça pose plein de questions intéressantes, et à la fois, le discours dominant qui est porté par ces grands scientifiques, les grandes institutions autour de ça, nous renvoie à une biologisation du social qui est pris comme une espèce humaine indifférenciée. Les rapports de force, les asymétries sont gommés par cette idée-là, et à une forme de naturalisation de l'histoire. Malgré tout, il me semble que cette thèse est intéressante pour nous dans les sciences humaines et sociales et pour penser la question du capitalisme, parce que elle amène à rematérialiser
nos grilles d'interprétation du social. Dipesh Chakrabarty, en essayant de tirer, un historien dans un article de 2009, en essayant de tirer des leçons pour l'histoire de la notion d'anthropocène, dit « Ce concept est très intéressant parce que ça remet en commensurabilité le temps géologique avec le temps humain. » Que, dit-il, et malgré, je suis grosso modo d'accord avec ça, depuis le début du 19e siècle, alors que l'histoire humaine et l'histoire de la Terre étaient à peu près commensurables jusqu'à Buffon, la Bible, hein, l'histoire humaine c'est 6000 ans, c'est le même âge, disant qu'il y a une commensurabilité, on peut compter l'âge de la Terre en comptant les générations dans l'Ancien Testament, ça nous amenait à 5-6 000 ans, et donc on avait un discours d'une coévolution, d'une même temporalité pour la Terre et pour l'humain. Au 19e, cette temporalité diverge totalement, avec une géologie de l'aïeul au géologue de la fin du 19e qui va étendre l'âge de la Terre à plusieurs centaines de millions d'années, avec Darwin et le temps long de l'évolution biologique, où donc du coup les humains n'arrivent que dans les derniers instants de la Terre, donc ils n'ont joué qu'un rôle mineur dans l'ensemble de l'histoire de la Terre. Donc les sciences, c'est l'étude de la nature sans l'homme, et inversement, l'étude de la société, c'est ce temps tout récent dans lequel les phénomènes naturels ne comptent plus pour expliquer l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est au contraire l'histoire de l'arrachement au déterminisme naturel. C'est l'homme qui domine la nature en construisant la liberté, l'émancipation, etc. etc. Donc on se retrouve, je caricature, hein, on pourrait trouver des tas d'exceptions de la géographie française, des formes de darwinisme social, d'eugénisme, dans lesquelles finalement l'histoire naturelle et l'histoire et les explications sociologiques sont fortement articulées. Mais si vous prenez compte Durkheim et l'historiographie dominante du 19e et du 20e, on a des sciences humaines, l'anthropologie culturelle et sociale qui s'émancipe de l'anthropologie biologique et physique. On a des humanités, des sciences sociales qui font un divorce en termes d'objets, en termes de paramètres explicatifs avec les sciences de la nature. Et, par exemple, chez Durkheim, un phénomène social ne peut s'expliquer que par d'autres causalités sociales. Donc, existe toute sorte de causalité par des entités ou des processus naturels qui pourraient jouer un rôle dans la trajectoire des sociétés. Alors, la version pop de ça, c'est le discours de Dakar de Sarkozy en 2007. Hein. Il y a les peuples qui sont encore primitifs, qui sont encore sous le jeu de l'interaction avec la nature. Et puis, il y a les civilisés qui, eux, sont arrachés à la nature, sont au-dessus, sont sortis des déterminismes, ils sont sortis des cycles biologiques et ils sont dans le temps du progrès. Ce discours de Sarkozy en 2007, c'est le cœur de la façon de penser l'histoire dans le régime d'historicité futuriste étudié par Hartog, qui le décrit comme se mettant en place au XIXe siècle. Donc d'une certaine façon, on a cet héritage d'une pensée des humanités qui avait externalisé les processus matériels de ces modalités explicatives. Et d'une certaine façon, l'Anthropocène met en crise cette grande coupure temporelle, épistémologique et ontologique entre la nature et le devenir des sociétés. Et du coup, quelque part, c'est une bonne nouvelle que de nous obliger à réintroduire des phénomènes naturels, matériels, dans nos explications du social, et d'une certaine façon, c'est un retour à la notion de métabolisme chez Marx, qui a malheureusement été peu creusée par ses successeurs. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de se saisir de cette idée d'anthropocène, de se saisir de tout un ensemble de nouvelles méthodologies qui viennent des sciences, entre guillemets, dures, et notamment l'analyse des flux de matière et d'énergie. Il y a tout un courant qui s'intéresse à la quantification des flux de matière et d'énergie qui sont associés aux activités économiques et sociales.
Et ces méthodologies-là, finalement, nous amènent à penser, d'une part, à refaire rentrer les forces et les entités matérielles dans notre grille explicative de la trajectoire des sociétés humaines, dans notre grille explicative des inégalités, dans notre grille explicative de ce que c'est que le pouvoir, ce que c'est que la démocratie, etc. Un exemple assez connu qui est discutable dans ses détails, c'est le bouquin de Timothy Mitchell qui revisite l'histoire des démocraties occidentales à travers de la matérialité énergétique. Le charbon est plus lourd par rapport à sa quantité d'énergie, donc il donne plus de poids aux travailleurs qui l'extraient et qui le transportent, mineurs et cheminots, étant les deux fers de lance du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, se retrouvent à être en possession d'un rapport de force qui va civiliser le capitalisme sauvage et amener à un état social avec des sécurités sociales, etc., étant permis par la matérialité énergétique de la société industrielle. Et il raconte comment le pétrole, qui arrive aux États-Unis fin 19e, début 20e, puis en Europe après 1945, dégrade ce rapport de force et change la nature de la démocratie. Donc, alors, il y a plein de choses qu'on peut discuter dans le détail de sa thèse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une vision du politique comme un simple arrangement contractuel entre les humains, qui est la vision dominante depuis Hobbes jusqu'aux théories des sciences politiques actuelles, à une analyse de la fabrique des rapports, des agencements politiques, qui fait intervenir autre chose que ce contractuel interhumain, qui fait intervenir les métabolismes, qui fait intervenir les flux de matière et d'énergie. Ça amène à une sorte de reconceptualisation des rapports entre terre et dynamique sociale, non plus en termes d'externalisation. On pourrait aussi faire toute l'histoire de comment l'économie libérale, mais aussi marxiste, a largement externalisé la nature, la finitude des ressources, de ces analyses économiques. De Jean-Baptiste Say à pas mal de prix Nobel d'aujourd'hui. Ce travail d'externalisation par les sciences sociales se retrouve aussi dans l'économie. Donc en rupture avec ça, se saisir de l'anthropocène d'une façon intéressante, ça permet finalement de penser, c'est ce que propose Jason Moore dans son dernier livre Capitalism in the Web of Life, qui est sorti il y a quelques mois chez Verso, à penser les entités, les processus naturels comme étant traversés de social, ce qui n'exclut pas l'altérité d'une nature et d'une terre qui ne sont pas que déconstruits, mais à les penser comme traversés de social par une multitude de prises sociotechniques qui sont historiquement situées, qui sont déconstruites, et donc de penser la nature comme une seconde nature. Je ne sais pas qui a proposé ça en premier, moi je l'ai lu dans William Cronon, dans son Histoire environnementale de Chicago. C'est possible que ce soit peut-être O'Connor ou des théoriciens éco-marxistes qui a lancé cette idée les premiers. Donc seconde nature, c'est-à-dire une nature recomposée par les grands réseaux du capitalisme, leurs systèmes techniques, leurs appareils militaires, etc. Et d'autre part, l'Anthropocène amène à repenser les sociétés comme étant traversées d'entités et de processus dits naturels. Les relations sociales, les normes culturelles sont structurées et durcies par les dispositifs qui organisent les métabolismes de matière et d'énergie, qui régissent les usages sociaux de la nature. Du coup, loin d'environner le social, l'environnement, je garde le terme malgré tout, le traverse, et l'histoire des sociétés, des cultures, des régimes sociopolitiques ne peut se désintéresser de ces flux de matière, d'énergie et d'information qui les trament. Du coup, ça amène à revenir à un projet d'histoire conjointe des dynamiques de la Terre et des dynamiques historiques des sociétés humaines, en reprenant le projet de Wallerstein d'une histoire des systèmes mondes,
et la notion d'économie monde de Brodel, mais en l'élargissant à l'analyse conjointe du type de nature et du type de terre que le capitalisme produit en tant que seconde nature à chaque étape de son développement, à chaque moment de cette dynamique des systèmes mondes. Et c'est pour ça que Jason Moore, qui défend ce projet, parle d'écologie monde. À chaque système monde correspond une certaine organisation à des échelles qui ne sont pas que locales dès le début. Christophe Colomb, l'échange précolombien, c'est la mise en relation de deux continents qui étaient séparés depuis je ne sais pas combien de millions d'années par la dérive des continents. Tout à coup, la flore et la faune de ces deux continents se retrouvent en contact. C'est un phénomène d'ampleur géologique, dès 1492. De même, en termes d'influence sur le climat, on a montré récemment que la conquête coloniale de l'Amérique a provoqué la disparition en un siècle d'à peu près 50 millions d'Amérindiens par la conquête militaire, par le travail forcé et surtout par les épidémies, qui a provoqué un réenfrichement et une reforestation du continent, qui a capturé du carbone de l'atmosphère, et on a un petit creux en 1610, c'est le point le plus bas de la quantité de carbone dans l'atmosphère depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs milliers d'années. L'écologie radicale. Donc, la conquête de l'Amérique, c'est aussi un phénomène qu'on peut observer dans les carottes des géologues. Donc, effectivement, depuis au moins ce moment-là, qui correspond aussi à l'émergence du capitalisme, on a une nouvelle écologie monde qui est constituée, une nouvelle recomposition de ce qu'est la Terre par les dynamiques du capitalisme. Et donc le projet de tout un courant éco-marxiste, c'est de revisiter l'histoire des systèmes mondes à la Wallerstein en ajoutant cette dimension écologie-monde qui sont recomposées et qui recomposent le système. Alors, c'est dans ces évolutions méthodologiques, intellectuelles, que se situe la question du capitalocène. Le capitalocène a été proposé par des auteurs comme Andras Malm, tu vas en parler, Malm et Jason Moore, en réaction au concept d'anthropocène, qui est considéré comme trop naturalisant, trop dépolitisant. Et effectivement, on s'est amusé dans notre livre, dans la deuxième version de notre livre qui va sortir en poche dans quelques mois, l'événement Anthropocène, on a rajouté un chapitre qui n'était pas dans la première version et qui s'appelle Capitalocène. On s'est amusé à reprendre les calculs sur l'augmentation du capital, alors au sens large, et pas strictement le sens marxiste, capital dévoué aux moyens de production, au sens plus large de patrimoine privé, de Piketty. Et en reprenant ces bases de données, on a calculé que le capital, au sens large, a augmenté d'un facteur 134 entre le milieu du 18e et aujourd'hui. Dans le même temps, la population n'a augmenté que d'un facteur 10. Pourtant, dans le récit dominant crypto-malthusien d'une grande partie des scientifiques qui sont promoteurs de l'Anthropocène, ça va être la population, la croissance de la population qui est considérée comme le facteur principal qui serait à l'origine des dégradations de la planète. Et donc le fait que ça soit un facteur de 134 plutôt que de 10 qui correspondent à l'accumulation du capital amène à se poser la question, est-ce que ce n'est pas la dynamique d'accumulation du capital qui serait le moteur principal de l'ensemble des basculements environnementaux et géologiques qui sont dénommés anthropocènes par les scientifiques. Et ce qui rejoint à la thèse qu'il y a une sorte de logique intrinsèque, parce que ces gains de productivité pour générer plus de, et qui oblige à générer plus de survaleur, oblige à produire plus de tables. Pour produire plus de tables, il faut plus de matières premières, ce qui génère aussi plus de déchets. Et donc, la logique d'accumulation du capital induit nécessairement, dans une relation logique, c'est un peu ta thèse, une dégradation environnementale.
Donc c'est ça qu'il y a derrière la thèse du capital océan, que ça consiste à dire que finalement, c'est pas une dynamique apolitique d'une espèce humaine indifférenciée qui aurait provoqué des dégâts par sa croissance économique et démographique, mais c'est la dynamique propre et son développement, son modèle de développement inégal qui engendrerait ces dégradations environnementales. Et donc ça revient à l'idée de rupture métabolique de Marx, hein, cette idée qu'il y a dans le même mouvement un épuisement du travailleur et de la terre dans la dynamique capitaliste. Ou alors ça amène aussi un autre concept qui est celui de O'Connor, repris par Harvey, que finalement les limites de la planète sont la deuxième contradiction du capitalisme. Alors, à cette piste-là, l'historien pourtant ex-marxisant, ex-postcolonial studies, Dipesh Chakrabarty, s'est fortement opposé. Dans plusieurs de ses articles, il dit en fait, cette lecture marxiste ne comprend rien. Si on était dans un modèle de développement plus socialiste et que les pauvres étaient moins pauvres, ils consommeraient encore plus, puisqu'on sait que c'est les riches qui consomment plus, donc qui détruisent le plus la planète. Si on avait moins d'inégalités, on aurait encore plus de problèmes écologiques, nous dit Dipesh Chakrabarty. Donc, il réfute, dans un argument pseudo-logique, la thèse éco-marxiste, puisque les pauvres consommant moins, plus il y a de pauvres, mieux la planète se porte. Donc, voilà où on est le débat. Et enfin, Dipesh Chakrabarty, c'est un grand historien très reconnu à l'université de Chicago, ça. Donc on s'est amusé à prendre au sérieux cette thèse, et dans notre nouveau chapitre avec Jean-Baptiste, on se demande effectivement si est-ce que d'un côté l'histoire inégale des inégalités sociales et territoriales créées par la dynamique du capitalisme, et notamment du capitalisme industriel depuis 1800, hein, on sait que depuis 1800, les 20% les plus pauvres de la planète, qui avaient à peu près 5% du revenu mondial en 1820, ils en ont plus que 2,2% aujourd'hui. Donc il y a l'histoire du capitalisme industriel, c'est une histoire du creusement des inégalités mondiales. Et de l'autre côté, la thèse de l'Anthropocène nous dit que c'est une histoire d'un déraillement et de dégradation environnementale. Est-ce que c'est deux histoires séparées, ou est-ce qu'on peut décrire une dynamique qui rejoint ces deux histoires? Donc Chakrabarty, pour lui, défend la thèse que c'est deux histoires séparées, et un certain nombre d'autres auteurs, que l'on essaye de prolonger avec Jean-Baptiste, ont essayé de montrer le caractère conjoint de ces deux histoires, et je vais essentiellement développer les travaux qui se sont faits autour de l'échange écologique inégal. Donc ça reprend des travaux marxistes depuis Trebitsch, les années 50, jusqu'à Samir Amin, etc., les années 70, la dégradation des termes de l'échange. Tout ça, vous connaissez un échange inégal de temps de travail entre les pays du centre et les pays de la périphérie. Un paysan sénégalais doit travailler de plus en plus d'heures pour s'acheter la même quantité d'heures de travail d'un ouvrier qui fabrique un transistor qui voudrait s'acheter avec le revenu qu'il dégage en produisant de l'arachide. Il doit produire de plus en plus d'arachide pour pouvoir s'acheter le même temps de travail en transistor. Donc c'est ça cette idée d'un échange écologique inégal chez les marxistes de cette époque-là. La proposition d'Alfred Borg et d'autres chercheurs éco-marxistes, ça a été de mesurer ces échanges, non plus seulement en temps de travail, du marxisme orthodoxe, mais aussi en termes de flux de matière et d'énergie, de services environnementaux, en gros. Est-ce que les pays du centre importent des biens qui incorporent beaucoup de valeur écologique, et pour le même prix, exportent des biens, des déchets, qui ont une valeur écologique faible ou négative? Par exemple, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère et qui change le climat de tout le monde. Donc c'est ça l'hypothèse qu'ils essayent de tester. Alors pourquoi cette focalisation sur l'échange écologique inégal, qui n'est qu'un des aspects de la domination capitaliste? On pourrait dire en gros qu'il y a d'une part l'exploitation
et d'autre part, l'accumulation par des possessions de Harvey, dont l'échange écologique inégal n'est que l'aspect le plus gentil et civilisé, par rapport à des formes d'appropriation beaucoup plus brutales. Malgré tout, la thèse de Harvey et de ses commercistes, c'est qu'il y a, notamment chez Zemmour, il y a un lien étroit entre la possibilité de l'exploitation, l'extraction de la survaleur, et l'accumulation par dépossession et l'échange écologique inégal, parce que pour que l'exploitation soit possible, il faut notamment reproduire la force du travail à coût minimal, donc avoir une cheap food, une cheap énergie pour produire à moindre coût et faire les gains de productivité en question, et les moyens d'assurer une consommation qui assure la paix sociale, qu'elle soit alimentaire ou de biens de consommation, de téléphone portable, etc. aujourd'hui, qui assure la paix sociale dans un contexte où, malgré tout, les conditions sociales, les conditions de travail se dégradent pour améliorer les profits. Et donc, pour assurer les conditions de possibilité de l'exploitation, il y a tout un ensemble de choses qui ne sont rendues possibles que par l'existence de l'échange écologique inégal et de l'appropriation par des possessions qui produit cette cheap nature, cette nature pas chère qui rend possible l'accumulation. Donc voilà pourquoi regarder l'échange écologique inégal, c'est un bout de la lorgnette, on pourrait regarder beaucoup d'autres éléments, mais c'est un élément qui est complètement connecté avec ton analyse, qui est plutôt sur le pôle de l'exploitation. Il me reste combien de temps? Si j'ai 10 minutes, c'est parfait. Je voudrais donner trois exemples, moments où on a pu un petit peu mettre en évidence la réalité de cet échange écologique inégal. Le premier moment qui est la naissance de la société industrielle, l'entrée de l'Angleterre dans un modèle de développement intensif en capital et en matières premières, et notamment des énergies fossiles. Ce qu'a montré Kenneth Pomeranz dans son livre La Grande Divergence, c'est qu'il y a toute une série de paramètres qui expliquent la divergence. En gros, en 1750, la région de Shanghai est tout aussi peuplée que l'Angleterre, tout aussi avancée en termes économiques, en termes techniques, en termes agronomiques, en termes d'institutions commerciales, financières, etc. Et donc, comment ça se fait que c'est l'Angleterre qui a décollé et non pas la région de Shanghai? Deux explications chez Pomeranz. La disponibilité du charbon sous les pieds des capitalistes anglais alors qu'ils sont à 1000-2000 km de Shanghai. Et tant qu'on n'a pas le chemin de fer, les canaux, 1000 ou 2000 km de transport de charbon, c'est rédhibitoire. Et la deuxième raison, c'est ce que Pomeranz appelle des hectares fantômes, qui sont le fait que pour entrer dans le modèle de développement industriel qui est celui que prend l'Angleterre, ce n'est possible que par la capture du travail productif de millions d'hectares à la périphérie, dans l'empire formel et informel britannique. Exemple, autour de 1900, l'Angleterre importe la moitié de son alimentation. C'est un choix très différent des pays d'Europe continentale, même industrielle. Autour de 1830, la quantité de coton qui est nécessaire à l'approvisionnement de l'industrie textile anglaise, et le coton c'est la première source, c'est la première production britannique et sa première exportation, ça correspond à 9 millions d'hectares. C'est-à-dire que pour avoir autant de fibres de coton sous forme de laine qui serait prélevée de moutons qui seraient élevés dans les pâturages britanniques, il faudrait 9 millions et plus d'hectares. C'est à peu près la surface agricole utile de l'Angleterre. Donc d'une certaine façon, le modèle industriel anglais n'est possible que parce qu'elle double virtuellement, et double, ça ne tient pas compte, en fait, c'est plusieurs fois sa propre surface, qu'elle met au travail dans les territoires du reste de la planète pour
permettre son modèle de développement. Donc ça, c'est des calculs qui ont été faits par Pomerantz, par Hornborg, et il fait un calcul plus précis de ce qui s'échange en termes d'échange inégal. Je vais essayer de le retrouver. Il fait un calcul quelque part. Ah, c'est ça. Quand l'Angleterre échange 1000 livres de textiles manufacturés contre 1000 livres de coton brut américain, elle est gagnante à 46% en termes de travail incorporé. Donc ça, c'est les termes de l'échange inégal en termes marxistes classiques. Et elle est gagnante à 6000% en termes d'hectares incorporés. Donc, échange écologique inégal. Donc voilà, ça c'est un premier épisode. Donc d'une certaine façon, le basculement de l'Europe dans le modèle industriel n'est pas possible sans une écologie monde dans laquelle la périphérie, disons que les ressources, alors c'est aussi des esclaves qui travaillent dans ces plantations de coton, c'est pas uniquement la nature qui est mise au travail, c'est aussi des humains évidemment, du reste du monde. Deuxième moment qui est aussi assez connu par l'historiographie, c'est les années d'après-guerre. Qu'est-ce que c'est que la croissance du camp occidental qui est en lutte avec le camp soviétique et qui sont à peu près des deux côtés sur des croissances de 5% par an dans les années 50-60, avec un bloc de l'Ouest et l'OCDE qui a très très peur que les soviétiques aillent plus vite que nous. Et une des fonctions de l'OCDE en tant qu'institution, c'est de garantir la croissance du camp occidental pour gagner cette course. La course Est-Ouest, c'est pas seulement une course à l'armement, une course militaire, c'est une course productive, une course à la croissance pour acheter de part et d'autre la paix sociale. Il y a un très bel épisode qui est assez rigolo, qui s'appelle le Kitchen Debate, ça doit être vers 58, à une exposition, type exposition universelle à Moscou. Il y a un pavillon américain et il y a une engueulade, soit de 59, une controverse entre Nixon et Khrouchtchev devant le stand du pavillon américain qui met en scène la cuisine moderne de General Electric, avec toutes les applications, le frigo, etc. Un peu le type de cuisine qu'on voit dans Mon oncle de Jacques Tati. Et ça a été enregistré et tout, les deux s'engueulent pour voir quel est le système qui assurera le bonheur des foyers de la ménagère. Et Nixon dit c'est notre système qui est le meilleur parce que notre cuisine elle montre que nos consommateurs ils ont le choix, donc ils sont libres et ça. Et Khrouchtchev répond en disant mais pas du tout, une partie de vos trucs c'est des gadgets et nous de toute façon nous avons des cuisines tout aussi modernes et nous aussi nous rendons la ménagère heureuse avec plus de produits électroménagers. Donc tout ça pour dire que la guerre froide c'est aussi une course entre deux productivismes, entre deux consumérismes dont l'un a été plus efficace que l'autre, mais c'est aussi ça. Alors je ne peux pas vous montrer le graphe, je suis arrivé trop tard, je ne me suis pas installé et tout, mais on a une très belle courbe, c'est une analyse des échanges de matière à l'échelle mondiale sur cette période-là. On voit que le bloc de l'Est est plutôt exportateur de matière, c'est-à-dire qu'en gros, il construit sa croissance et son productivisme en bousillant son propre environnement. Alors que le bloc occidental, on voit la courbe qui monte comme ça, est massivement importateur de centaines de millions de tonnes de matières de toutes sortes. C'est essentiellement des matières premières, du pétrole, etc., qui sont drainées sur le reste du monde. Évidemment le Moyen-Orient, mais aussi l'Amérique latine et l'Afrique se vident de leur matière, qu'on mesure en tonnes, pour pouvoir maintenir un certain niveau de vie de ce qu'on appelle à l'époque, rentrer dans ce qu'on appelle à l'époque le développement. Et donc on voit bien que le modèle de croissance qu'on a connu en Occident au moment où naît le consumérisme de masse est complètement basé
sur ce drainage et cet échange inégal de matière et d'énergie de bonne qualité avec le reste du monde. Ça a été étudié par Paul Béroc en termes de dégradation des termes de l'échange. Entre 45 et 73, les termes de l'échange pays industriels, périphérie, se dégradent de 20%. Et ça continue, sauf pour le pétrole, jusqu'au début des années 90, cette dégradation. Donc une relecture de ce que c'est que le Fordisme, la stabilisation d'un certain régime d'accumulation du capitalisme et du type de prospérité de nos sociétés comme étant le produit d'un pillage du tiers-monde relu sous l'angle de l'échange écologique inégal. Je vais moins développer, mais il y a des pistes pour lire l'histoire du néolibéralisme de la même façon, c'est-à-dire nos 40 dernières années. Il y a un chapitre vers la fin du livre de Jason Moore, Capitalism on the Web of Life, où il essaye de faire une analyse métabolique de ce que c'est que le néolibéralisme. Notamment, c'est un projet de réduction ou de stagnation des salaires des travailleurs américains. En même temps, pour éviter la crise sociale et politique, il faut leur assurer un certain niveau de satisfaction par la consommation et donc leur assurer des biens alimentaires et de consommation industrielle pour pas cher. Les biens industriels, ils vont être produits par la Chine et l'exploitation de la main-d'œuvre chinoise dans un régime de mondialisation et de libéralisation du commerce organisé par le GATT puis l'OMC. La bouffe pas chère, elle va être permise par une agriculture ultra intensive, ultra basée sur les énergies fossiles et ultra subventionnée. L'exemple du maïs et de l'usage du sirop de maïs pour faire du sucre dans les boissons Coca-Cola et autres, c'est l'exemple typique de ça. C'est le produit d'une politique extrêmement qui subventionne à outrance l'agriculture productiviste américaine pour fabriquer de la cheap food qui provoque l'obésité chez les populations pauvres, notamment afro-américaines. Donc on voit le lien entre des formes d'arrangements sociaux pour rendre le néolibéralisme acceptable et des dégradations environnementales. Les 15 dernières années, c'est aussi des années d'expansion incroyable de l'extractivisme. Il y a tout un discours sur nos sociétés occidentales qui seraient rentrées dans une économie des services, on serait moins intensif en énergie fossile qu'avant, on arriverait à faire autant de croissance avec moins d'énergie, etc. Tout ça, c'est vrai, sauf si on prend en compte l'énergie grise qu'il y a dans les produits qu'on importe. Or, dans un régime de mondialisation commerciale, au contraire, nous importons de l'empreinte écologique dégradée ailleurs dans le monde par les produits que nous importons. Et la troisième dimension écologique qu'on peut associer au néolibéralisme, c'est que la nature a été aussi un des laboratoires de la mutation néolibérale. On connaît bien ce qu'a fait le néolibéralisme aux politiques monétaires, au marché du travail, aux régimes commerciaux, mais on sait beaucoup moins que la nature a été aussi un des laboratoires de la mise en place du néolibéralisme, avec des think tanks dans les années 70 qui vont attaquer de façon très forte toutes les régulations environnementales mises en place depuis la fin des années 60, par des guérillages juridiques, par un travail idéologique pour dire tout ce qui est public, commun, est forcément mal géré. Donc pour bien gérer la nature, il faut la privatiser. Et donc la seule façon de bien gérer la nature, c'est d'en faire une marchandise. Et la promotion idéologique et concrète d'instruments de marché comme la meilleure façon de gérer la nature. Donc des marchés de quotas de pollution, des marchés qui se mettent en place sous des formes mineures dès les années 75-77, ensuite sur le plomb en 82, ensuite sur le soufre en 90, et qui sont les précurseurs des marchés du carbone actuels au plan international et européen. Donc cette idée d'internalisation des processus naturels dans les flux du capitalisme financier se met en place dans le contexte
du backlash néolibéral et anti-environnemental des années 68 qui prépare l'arrivée de Reagan au pouvoir. Et l'autre exemple, c'est les banques de biodiversité, les mécanismes de compensation écologique, autres instruments de marché pour gérer la nature qui se mettent en place sous Bush père au début des années 90 et qui nous arrive aujourd'hui dans l'article 33, je ne sais plus combien, du projet de loi biodiversité de Ségolène Royal qui est à discuter au Sénat dans 2 semaines. Il me reste 2 minutes pour conclure ou... Ouais. Très bien. Alors, deux points en conclusion. Le premier, c'est que ce qui me paraît intéressant dans ces analyses éco-marxistes en termes de système-monde, d'écologie-monde, c'est que ça offre un autre cadre au dialogue interdisciplinaire sciences humaines, sciences dures, que le cadre qui était proposé par les scientifiques de l'Anthropocène et leur récit dominant. Pour eux, l'interface, c'est la catégorie d'espèce humaine. C'est l'espèce humaine en tant qu'espèce qui est la cause des dégradations. Et donc l'interface de l'analyse des socio-écosystèmes qu'ils proposent, c'est une focalisation sur la catégorie socialement indifférenciée d'espèces qui gomme toutes les dominations, les asymétries, etc. Dans le type d'analyse que j'ai présenté, c'est au contraire le système monde qui devient la catégorie qui permet le dialogue entre les travaux des sciences dures qui regardent les flux de matière et d'énergie à l'échelle globale, etc., et les travaux de sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la dynamique mondialisée des activités humaines et des économies qui se fait d'une façon à la fois unifiée. C'est un petit peu le projet de Wallerstein, c'est de raconter comment l'économie mondiale s'unifie de plus en plus et en même temps comment cette unification se fait dans des asymétries qui persistent, voire qui se creusent. Et donc du coup, la catégorie de système-monde devient un espace de dialogue interdisciplinaire possible, qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup moins dépolitisant que la catégorie d'espèces. Et puis le deuxième point de conclusion que je voudrais faire, c'est que la notion d'échange écologique chez Alf Handborg notamment, l'a amené à revisiter la place des techniques. Et il développe une analyse sur le fétichisme, pas seulement de la monnaie ou de la marchandise, mais le fétichisme de la machine et de la technique. C'est-à-dire que, en gros, la bourgeoisie capitaliste au XIXe, dans sa lutte contre la classe ouvrière au début du XIXe, qui faisait tout un ensemble de grèves, notamment dans le secteur du textile, ou les ludites, etc., a construit un imaginaire du charbon comme ayant sa propre agentivité. Et c'est la puissance du charbon qui génère une énergie, mais en même temps cette énergie elle est docile, elle est sous le contrôle du capitaliste. À la différence de l'eau et du vent, qui sont des énergies avec lesquelles il faut composer, qui sont variables dans le temps, etc. Et donc il y a eu un imaginaire de la puissance quasi mythologique du charbon dans les écrits de beaucoup d'industriels des années 1820 à 1840, qui est associé aussi à une fétichisation de la machine comme étant productive en soi, comme étant bonne en soi, comme étant efficace intrinsèquement, qui correspond à toute l'idéologie dominante de l'innovation aujourd'hui, et qui occulte la réalité des connexions matérielles et énergétiques et sociales du processus productif lui-même autour de cette machine. Concrètement, une machine à vapeur, si on la regarde dans son contexte local, connecté avec un métier à tisser, on peut dire qu'elle est plus productive que les dispositifs antérieurs, dans un contexte local. Par contre, si on commence à regarder au niveau local la quantité de coton qu'il faut pour qu'elle existe, la quantité de charbon, etc., et qu'on regarde la quantité de matière, d'énergie qui circule, l'entropie qui est dégradée, etc., l'efficacité globale, elle est beaucoup plus faible, voire négative. Et donc c'est ça la thèse qui est sous-jacente derrière l'idée d'échange inégal, c'est aussi de reconsidérer la façon dont on conçoit la technique d'une façon moins fétichisée, et dans laquelle on a au contraire
une vision de l'usage de la technique localement pour gagner des rapports de force entre classe capitaliste et classe ouvrière, qui a une efficacité pour faire ça localement, mais qui, envisagé à l'échelle globale, ne représente pas un bienfait social ou environnemental si clair que ça. Et du coup, à partir d'une perspective extrêmement marxiste, de restituer ce que c'est que la technique, les processus de production dans les flux de matière et énergie, ils en arrivent à une critique éco-marxiste de la technique qui questionne l'imaginaire largement technophile de Marx et des marxistes orthodoxes, et permet un dialogue très intéressant entre cette forme d'éco-marxisme et les formes d'écologie politique qui sont également dans les perspectives de critique de la technique. Donc, je pense qu'on va faire comme l'autre fois, on va enchaîner comme ça, on aura, si des gens veulent partir avant, ils vont partir avant, et puis on pourra rester au débat, je ne sais pas si on doit partir de la salle vraiment à 21h. Oui, c'est ça. Sinon on peut. Alors, je vais un petit peu je vais un petit peu reprendre, je vais un petit peu partir de ce que Christophe et Ansel m'ont dit. Donc, dans une dynamique de critique du concept d'anthropocène et son grand récit qu'on a dit à l'historique, donc l'idée que la crise environnementale actuelle découlerait de la domestication du feu, ça a sérieusement été écrit dans pas mal d'articles scientifiques. Un grand récit indifférencié où l'acteur c'est l'anthropos, et sa nature humaine. D'ailleurs, le concept est issu d'un partisan de la géo-ingénierie qui nous amène à, comme l'a fait Christophe, à ne pas reprendre le grand récit tel qu'il a été fait, quitte à garder le concept, au moins le reprendre de manière critique. Et donc c'est dans ce contexte que des contre-récits marxiens de l'anthropocène comme Capitalocène ont émergé. Alors, dans les dernières années, donc, Christophe a parlé de celui de Jason Moore. Moi, je vais me concentrer sur l'autre, l'autre co-inventeur, qui est Andreas Malm, et qui a fondé ce concept de capitalocène avec l'idée que c'est la dynamique du capitalisme, et non pas l'anthropos, qui est responsable de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et sans oublier, évidemment, toutes les autres destructions environnementales inédites qui se rattachent et qui doivent sans doute se rattacher au capitalocène, les pollutions gigantesques et socio-historiquement inédites, une érosion exponentielle des sols, on a perdu autant d'hectares agricoles au XXe siècle que depuis l'invention de l'agriculture, une déforestation massive des forêts primaires, et aussi une crise de la biodiversité. Donc il ne faut pas oublier tout ça, même si je vais me focaliser peut-être sur la dynamique du dérèglement climatique. Et donc cet auteur, Andreas Malm, qui est un historien suédois et qui est l'élève de Alf Hornborg, il est auteur d'une contre-histoire du basculement vers l'énergie fossile de l'industrie textile britannique. Dans son livre qui s'appelle Fossil Capital, The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de traduire, mais c'est le capitalisme fossile, l'ascension de la machine vapeur et les origines du réchauffement climatique. L'ouvrage de Malm présente l'avantage par rapport à Capitalism in the Web of Life, Ecology and the Accumulation of Capital de Jason Moore. Il a un prisme qui est très intéressant et qui est particulièrement capital aujourd'hui, c'est celui du capitalisme fossile, qui est vraiment un concept très fort chez lui, qui serait responsable du dérèglement climatique. Et en fait, si on regarde bien, de presque toutes les atteintes environnementales actuelles. Pour prendre un exemple, l'agriculture industrielle et ses ravages ne fonctionnent pas sans l'énergie fossile, qui alimente la tractorisation et la motorisation de manière générale, mais surtout sans énergie fossile, pas de pesticides, pas d'engrais, etc. Alors, son ouvrage présente également l'avantage d'inclure des considérations théoriques marxiennes, globalement, qui sont assez rigoureuses,
Donc il va développer tout un chapitre sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme fossile. Donc lui, qu'est-ce que c'est que le capitalisme, comme on peut le trouver chez Marx et la critique de la valeur, et le capitalisme fossile. Et du coup, ça présente l'avantage que ça s'hybride assez facilement avec l'armature théorique de la critique de la valeur, telle qu'Anselme l'a exposée. Mais tout en historicisant et en matérialisant l'approche qui se fait essentiellement au niveau logique, tel que l'a expliqué Anselme, de la dynamique du capitalisme. Donc ça hybride un petit peu l'approche plus matérielle, plus incarnée que Christophe a mise en avant, avec l'idée des métabolismes, des écologies de monde, et en même temps, mais tout en gardant la rigueur théorique telle que de l'analyse de la critique de la valeur. Alors, donc, on va donc faire une petite généalogie historique de la dynamique du capitalisme, non plus seulement au niveau du capitalisme logique, mais de la manière dont se matérialise cette logique destructrice du capitalisme. Et notamment, on montrera en quoi est-ce que le capitalisme fossile représente, pour reprendre l'expression de Postone, qui est donc un auteur majeur de la critique de la valeur, une matérialisation adéquate du capitalisme. Comment est-ce que l'énergie fossile n'est pas arrivée par hasard, mais qu'elle représente l'énergie matériellement adéquate à la logique du capitalisme. Et donc, alors, la logique historiquement incarnée du capitalocène comme capitalisme fossile, comme le remarque Jason Moore dans son ouvrage Capitalism in the Web of Life, elle ne commence pas ex nihilo à la révolution industrielle. En effet, comme l'a montré Malm, qui s'intéresse aussi à cette période, un résultat direct de la dynamique d'émergence du capitalisme en Angleterre, donc là ça renvoie aux travaux de Wood et de Brenner, au cours donc du long XVIe siècle, donc de 1450 à 1640, donc un résultat direct de l'émergence du capitalisme, de la dépossession foncière qui en découle, donc là c'est l'objet du dernier chapitre du livre 1 du Capital de Marx, et de, réciproquement, puisqu'on chasse les gens des campagnes, ils vont se concentrer principalement dans Londres, et le corollaire de cette concentration urbaine, eh bien, c'est l'explosion de l'extraction minière du charbon pour pouvoir chauffer cette concentration urbaine inédite à l'échelle historique. En termes d'urbanisation, c'est des taux d'urbanisation vraiment inédits, et qui constituent un marché gigantesque. Évidemment, on ne les chauffe pas gratuitement, il faut qu'ils vendent leur force de travail pour être chauffés. Et d'autre part, le charbon va déjà alimenter une proto-industrialisation, mais dans un secteur restreint. Et tout ça est permis par une autre dynamique de dépossession, évidemment, qui est la dépossession des propriétaires, des possesseurs de terrains miniers, qui sont expropriés parce que, au nom des intérêts de l'extraction capitaliste et du charbon. Mais cette dynamique d'accumulation par dépossession, pour reprendre l'expression de David Harvey, d'extraction et de combustion de charbon, elle n'est rattachable au capitalocène, disons à la dynamique actuelle de la crise environnementale, que rétrospectivement. Et pas nécessairement, en fait, c'est parce que la dynamique du capitalisme s'est poursuivie pour aboutir au XIXe siècle à l'entrée dans le capitalisme fossile. Alors du coup, l'émergence d'un véritable capitalisme fossile, du dérèglement climatique et des pollutions industrielles de grande ampleur, elle va dater plutôt en fait du deuxième tiers du XIXe siècle, même si la dynamique d'industrialisation s'enclenche dès les années 1780-1790. Alors comme l'industrie textile, dont on a un peu parlé, est considérée dans l'historiographie comme quasi unanimement comme le fer de lance de l'industrialisation capitaliste britannique, Malm va se focaliser dessus dans Fossil Capital. Et même s'il ne faudrait pas oublier, comme l'affirment Jean-Baptiste Fressos, Christophe Bonneuil et Jason Moore, que cette industrialisation britannique, elle doit être remplacée dans un système monde capitaliste. C'est-à-dire que la matière première de l'industrie textile anglaise, donc de ce basculement dans l'anthropocène comme capitalocène, eh ben, elle vient du sud esclavagiste des États-Unis, par exemple.
Donc c'est pas, même si je vais vous présenter une approche un peu anglo-centrée, en fait, je vais bien se rendre compte que ça fait partie d'un système monde capitaliste. Alors le basculement d'une majorité d'industries textiles, des machines hydrauliques, donc comme chacun le sait, sont pratiquement pas émettrices de CO2, peu polluantes, etc., vers l'énergie fossile, au cours des années 1830, je reviendrai sur cette date, n'est pas, explique même, là je cite, une transition naturelle due à une pénurie énergétique ayant limité l'horizon de toute société. Donc ça c'est l'explication naturalisante que nous sert notamment Kenneth Pomeranz dans La Grande Divergence, même si par ailleurs sur d'autres aspects c'est un ouvrage intéressant. C'est pas non plus lié à une supériorité technologique intrinsèque des machines vapeur sur les machines hydrauliques, et c'est même pas lié non plus à un moindre coût dans l'absolu, puisque l'eau c'est une énergie par définition qui est gratuite, alors que le charbon doit être extrait par du travail marchandise. Et donc, Malm va dégoûter en bon historien ces explications naturalisantes issues de ce qu'il appelle le paradigme malthusien-ricardien, donc qui est celui de Wrigley et de Pomeranz, en rappelant que l'énergie hydraulique était encore disponible en abondance. On utilisait dans les années 1830 seulement 5 à 10% du potentiel hydraulique. Donc on est loin de la pénurie absolue qu'on nous a vendue pour nous faire croire que l'industrialisation et le passage au charbon étaient naturels. L'énergie hydraulique était plus puissante en termes de chauffe-vapeur jusqu'en 1870, date à laquelle ça a quasiment disparu de la circulation, et c'est même très rentable en fait. L'énergie hydraulique est très rentable, jusqu'aux années 1820. Et disons, les capitalistes qui incarnent l'industrialisation du textile britannique depuis les années 1780 jusqu'aux années 1820, c'est les frères Arkwright, qui font des énormes taux de profit avec uniquement des machines hydrauliques. Du coup, le décollage de l'industrie phare du capitalisme industriel a été, donc jusqu'aux années 1830, principalement alimenté par l'énergie hydraulique, et ne bascule que dans les années 1830. Et ça veut dire que ce basculement s'opère 50 ans après l'invention de James Watt. Alors que les tenants, les scientifiques qui défendent l'idée d'anthropocène, ont tendance à croire que 1784, c'est l'invention de la machine vapeur par James Watt, enfin, disons d'une version améliorée, et donc automatiquement on bascule dans l'anthropocène. Il faut quand même 50 ans pour que l'industrie textile britannique, donc il n'y a pas des motifs humanitaires, que oh, bah, ça pollue, on va peut-être pas y aller, bascule quand même que 50 ans après. Et du coup, il faut un autre récit que celui de l'invention. Alors, le basculement dans l'anthropocène comme capitalocène au cours des années 1830 s'opère plutôt, comme Andreas Malm le démontre, pour des raisons éminemment capitalistiques. Le contexte qui est déterminant, c'est celui d'une crise de surproduction capitaliste, donc en 1825. Donc phénoménalement, c'est le fait qu'on achète que les marchandises sont invendues, donc empêchant la réalisation de la survaleur qui leur est associée. Et plus profondément, on pourrait peut-être dire que c'est peut-être une des premières manifestations de la contradiction interne du capitalisme, dont la grande dévalorisation fait la théorisation et le récit actuel. Et d'autre part, ce contexte est marqué par une agitation massive des ouvriers après 1824. Alors, pour commencer sur ce dernier facteur, eh bien, cette agitation massive des travailleurs, elle va entraîner un affaiblissement très fort des industries qui utilisent l'énergie hydraulique. Parce que celles-ci sont situées où? Là où le flux est suffisant, c'est-à-dire en race campagne, en fait. Et le problème, c'est que dans cette race campagne, eh bien, pas d'armée de réserve de travailleurs pour remplacer les travailleurs grévistes de l'industrie. On ne peut pas se contenter, comme dans les villes, de renvoyer tout le monde et d'embaucher directement après des jaunes, comme on les appelle familièrement. Et
en plus, on ne dispose pas non plus dans cette race campagne des forces de répression gratuites et suffisantes que sont la police, les yeomen, etc. Et qui se trouvent évidemment dans les villes. Et du coup, tout ça, ça entraîne un renchérissement des coûts dont tous les industriels se plaignent à l'époque, et une moindre profitabilité, avec un taux de profit qui est quasiment zéro. Et du coup, devient déterminante la capacité des machines vapeur d'être placées n'importe où. Pour prendre un terme un petit peu compliqué, de s'abstraire spatialement. C'est-à-dire qu'il y a, avec l'énergie fossile, une possible dissociation entre la source de l'énergie, donc matériellement donc les mines de charbon, et l'endroit de leur utilisation, qui peut être Manchester, alors que les mines de charbon sont dans le nord du Lancashire. Évidemment, le flux hydraulique, il faut l'utiliser là où il est. Et donc, cette capacité de s'abstraire spatialement, eh bien, très concrètement, c'est la possibilité d'être placé dans les centres urbains, où là, il y a une vaste armée de réserve qui fait que si vous avez des travailleurs grévistes, vous pouvez les licencier et tout de suite, vous avez une armée de travailleurs qui se présente et pas cher à embaucher. Et d'autre part, vous avez des forces de répression étatiques qui vont pouvoir faire régner l'ordre. Et du coup, cette capacité devient capitale, et ce d'autant plus que cette lutte, elle aboutit en 1833 à un Factory Act qui va imposer des limitations du temps de travail, d'une part, et d'autre part, une interdiction du travail de nuit. Et pour une fois, il faut le respecter parce que l'Angleterre est au bord de la Révolution. Donc il faut respecter le Factory Act. Et alors, si le capital ne s'en tire pas trop mal, il peut quand même faire bosser ses ouvriers 13-14 heures, bon, c'est pas trop grave, mais le problème c'est qu'en période de crise de surproduction, cette législation, elle va s'avérer catastrophique du côté de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme hydraulique. Parce qu'elle empêche de compenser des journées de flux insuffisants, évidemment, quand dans le capitalisme hydraulique, on dépend des flux hydrauliques, et du coup, parfois, ces flux hydrauliques sont insuffisants à de nombreuses périodes de l'année. Et du coup, on ne peut pas compenser des journées de flux insuffisants, par exemple, où on a pu travailler 6 heures, par des journées de 16 à 18 heures, ou même du travail de nuit, comme c'était fait avant 1833. Et du coup, ça met fin à ce que Marx appelle le stade de survaleur absolue, c'est-à-dire où la survaleur, comme Anselme l'a expliqué, est réalisée au moyen d'une durée plus longue du surtravail, c'est-à-dire qu'on va faire travailler les ouvriers 3, 4, 5 heures de plus que ce qui est nécessaire pour leur salaire. Et du coup, l'énergie hydraulique acquiert aussi à cette période-là un autre désavantage compétitif, lié cette fois-ci non pas à sa spatialité, mais à sa temporalité concrète. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression de Edward Palmer Thompson, c'est-à-dire que l'énergie hydraulique, l'industrie qui utilise l'énergie hydraulique, ne peut plus compenser sa dépendance à une énergie dont elle ne maîtrise pas le flux, comme je viens de le dire, et d'ailleurs, elle n'en maîtrise même pas la puissance. Alors que l'énergie fossile, qui elle possède, pour paraphraser Postone, une temporalité abstraite, c'est-à-dire qu'elle est abstraite des déterminations non humaines, d'une dépendance envers un flux naturel. Le charbon, on n'est pas dépendant d'un flux naturel, on est juste dépendant à la limite de la ressource, de la quantité de ressources disponibles. Et donc, l'énergie fossile, elle permet de mettre en mouvement l'industrie quand le capital veut. L'énergie hydraulique ne peut pas la mettre quand elle veut, pour autant de temps qu'il veut, ce qui n'est pas non plus le cas de l'énergie hydraulique, et surtout à la puissance qu'il veut. Et le capital, en augmentant le rythme de la machinerie, augmente par là le rythme du travail, et du coup, ça permet de compenser et même de dépasser le volume de production qui était atteint avant ce Factory Act, avant 1833. Et du coup, eh bien, on passe au capitalisme au stade de, pour encore utiliser l'expression de Marx, de survaleur relative. C'est-à-dire que la survaleur, elle est réalisée parce qu'on intensifie le travail de l'ouvrier, on le fait produire plus, on accroît sa productivité du travail sans nécessairement le payer mieux.
ou pas, du moins en proportion. Alors, Malm explique que l'énergie hydraulique aurait pu quand même s'en sortir au moyen d'immenses réservoirs collectifs qui capitaliseraient le flux hydraulique en amont des industries et qui le relâcheraient quand le capital en a besoin. Bon, c'est le barrage en plus primitif, on va dire, et surtout au rythme qu'on veut, puisqu'on relâche un flux rapide au rythme qu'on veut. Le problème, explique Malm, c'est que ces immenses réservoirs impliquent une gestion commune des flux et des investissements collectifs et lourds. Évidemment, tout ça est impensable en raison du caractère structurellement concurrentiel du capitalisme, et encore plus en période de crise où aucun industriel n'a envie d'aider l'industriel concurrent. Et du coup, on peut dire que la machine vapeur, au final, on peut dire qu'elle est matériellement adéquate au capitalisme au stade de survaleur relative. Alors que la machine hydraulique était plus adaptée, disons, au stade de survaleur absolue, où on pouvait faire bosser les ouvriers autant de temps qu'on voulait, à peu près n'importe quoi. Et en plus, et là Christophe on a touché un mot, la machine vapeur, elle offre une forme supérieure de subsomption. Alors, un mot compliqué, de subordination du capital, du travail au capital. Et la machine vapeur va aller de pair avec un passage de ce que Marx appelle la subsomption formelle, c'est-à-dire qu'en gros, les travailleurs ont encore un contrôle formel sur leur procès de production, ils peuvent s'organiser comme avant, comme sous l'organisation corporatiste, par exemple, à ce que Marx appelle la subsomption réelle, c'est-à-dire où le contrôle réel du procès de production n'appartient plus aux travailleurs. Enfin, mais là c'était que formel, mais ce contrôle appartient au capital, à travers sa machinerie. C'est la machinerie qui dicte le rythme et l'organisation du travail, et donc c'est le capital qui, via sa machinerie, dicte aux travailleurs le rythme et l'organisation du travail. Et du coup, ça va se matérialiser par exemple par le passage du tissage manuel à un tissage quasi automatique, qui débarque à la fin des années 1820 pour résoudre la crise. Et du coup, évidemment, les travailleurs perdent une partie de leur relatif pouvoir. Et du coup, c'est ce qui explique donc, cette forme supérieure de pouvoir du capital sur le travail, va expliquer toute la glorification de la machine vapeur. Donc on va voir fleurir dans les années 30 des statues de James Watt partout en Angleterre. Et parce que c'est la machine vapeur qui a permis au capitalisme de sortir de sa crise de surproduction, parce que tout simplement elle va diminuer les coûts par l'intensification du travail et l'élargissement de la production. Et elle va permettre aussi au capital d'être en position de force, donc en passant à la fois au stade de survaleur relative et au stade de subsomption réelle. Et du coup, ce qui explique que réciproquement, eh bien, va y avoir ce que Malm appelle une steam demonology, c'est-à-dire une hantise ou une critique radicale, disons, de la machine vapeur du côté des travailleurs, qui va se manifester lors de la première grande grève générale de l'histoire du capitalisme en 1842, par le fait que les travailleurs vont systématiquement, dans toutes les villes dont ils ont le contrôle, arrêter les machines vapeur, donc qui est le symbole de cette nouvelle phase du capitalisme. Et du coup, bon, au final, dans ce contexte, les capitalistes qui utilisent des moteurs, des machines hydrauliques, incapables de s'entendre en raison du caractère structurellement concurrentiel du capitalisme, inadaptés à ce nouveau stade du capitalisme, eh bien, ils vont faire faillite ou ils vont changer de modèle énergétique. Et c'est donc ce que nous explique Malm, c'est qu'on est sorti de l'énergie hydraulique pour des raisons qui sont essentiellement, peut-être pas uniquement, mais essentiellement capitalistiques. Et évidemment, le capitalisme fossile, il ne va pas se limiter à la seule industrie textile en Angleterre et au charbon. Il va s'implanter massivement au sein de quasiment toutes les autres industries, y compris l'agriculture, et des moyens de transport des travailleurs et des marchandises. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près tous les secteurs de production capitaliste sont dépendants vis-à-vis de l'énergie fossile. On peut même prendre des choses assez incongrues. Par exemple, même l'élevage industriel
est dépendant de l'agriculture industrielle qui est elle-même dépendante du pétrole pour les raisons que je vous ai expliquées. Ce capitalisme fossile va s'appuyer de plus en plus sur d'autres énergies que celle du charbon, donc il y a celle du gaz, celle du pétrole, et elle va ensuite incorporer de plus en plus d'espace, donc elle ne va pas se limiter à l'Angleterre et à ses dépendances, mais elle va envahir le monde entier, et elle va former ainsi une espèce de système monde total du capitalisme fossile. Voilà. Et du coup, le passage au capitalisme fossile, qui est un capitalisme au stade de subvention réelle et de survaleur relative, ça va marquer véritablement l'entrée dans l'Anthropocène. Et, puisqu'on est toujours finalement dans cette phase de survaleur relative et de subvention réelle, ça marque aussi l'entrée dans notre phase actuelle du capitalisme. Et du coup, en fait, l'ensemble des analyses de la critique de la valeur sur la crise du capitalisme, en fait, ça s'insère en fait dans ce capitalisme fossile. Et donc, du coup, avec les conséquences écologiques que la dynamique du capitalisme et notamment sa contradiction interne a écologiquement. Donc, du coup, on a affaire vraiment à une structuration historique fossile du capitalisme, à un capitalocène fossile. Pas que fossile, hein, mais essentiellement fossile. Et donc du coup, on n'est plus en présence d'un sujet automate qui est appréhendé uniquement de manière logique, mais qui en plus s'incarne matériellement comme capitalisme fossile. Et du coup, là, si on réconcilie les approches matérielles et l'analyse logique qu'a fait Ansel, mais en tout cas, on arrive donc du coup à ce concept de capitalisme fossile, c'est-à-dire d'un capitalisme qui est matériellement alimenté en énergie fossile et elle-même qui est matériellement adéquate au capitalisme. Et si avec Postone on peut dire que le capitalisme techno-industriel c'est la matérialisation adéquate du capitalisme, le capitalisme de par sa dynamique ne peut pas en rester simplement à des formes artisanales, etc. Eh bien, on peut dire que la matérialisation adéquate du capitalisme techno-industriel, c'est le capitalisme fossile. Et d'où l'émergence simultanée à la fois du capitalisme techno-industriel et du capitalisme fossile. Et même s'il y a d'autres énergies qui sont matériellement adéquates au capitalisme, qui ont été utilisées par le capitalisme. Et j'en parlerai juste d'une, qui est le nucléaire. Alors théoriquement, elle est matériellement adéquate au capitalisme. C'est une source d'énergie qui est présentée théoriquement, disons, dans la physique fondamentale, comme potentiellement infinie. Spatio-temporellement, elle est abstraite. On peut mettre des centrales nucléaires à peu près n'importe où. On avait même prévu à une époque, l'armée américaine voulait en mettre une en Antarctique. Elle a en plus un intérêt militaire qui est énorme. Le problème, c'est que concrètement, elle est un peu moins matériellement adéquate. Parce qu'elle impose des coûts énormes, qui sont en général pris en charge par l'État, pour des raisons plutôt militaires d'ailleurs à la base. Il y a des risques d'accidents qui sont énormes, et il y a des problèmes aussi de gestion des déchets. Et du coup, toute cette matérialité que dégage le capitalisme nucléaire, ce qu'on pourrait appeler le capitalisme nucléaire, eh bien, elle forme ce qu'on pourrait appeler aussi une espèce d'anthropocène nucléaire ou de capitalocène nucléaire, puisque dans les calottes glaciaires où on retrouve une trace de l'augmentation des émissions de CO2, on retrouve aussi les traces des explosions nucléaires depuis 1945. Et en plus, ces effets écologiques du capitalisme nucléaire sont effectivement aussi historiquement inédits que celles du capitalisme fossile. Alors pour en revenir quand même au capitalisme fossile, eh bien, Malm, dans les derniers chapitres de son ouvrage, s'intéresse quelles sont les conséquences, du coup, de cette structuration historique du capitalisme comme capitalisme fossile. Et en fait, pour lui, même si je divergerai un petit peu sur la fin de son analyse, mais ça entraîne l'impossibilité d'opérer une décarbonisation au sein du capitalisme. Donc c'est quand même un argument qui est assez fort. Alors, à un niveau général, comme Anselme l'a montré à un niveau logique, l'actuelle crise du capitalisme pousse à une intensification technologique toujours plus poussée du procès de production,
parce que ça permet de réduire les coûts salariaux, en diminuant la part du travail, ça permet de réduire les coûts salariaux, et ça permet en plus de produire plus de marchandises. Et le fait de pouvoir produire plus de marchandises, ça permet de vendre chaque marchandise moins cher, et donc de pouvoir les écouler plus facilement. Et évidemment, cette dynamique-là, eh bien, elle a des effets écologiques qui font que le capitalisme ne se contente pas, comme d'autres sociétés, d'avoir un impact écologique croissant et linéaire, mais on assiste plutôt depuis les années 90 à une croissance plus que linéaire, quasiment exponentielle, des émissions de CO2, de la déforestation des forêts primaires, etc. Et donc du coup, c'est là qu'on voit que la logique du capitalisme, en plus, s'accélère en termes de destruction environnementale. Alors, plus spécifiquement, Andreas Malm discute en fait de 4 tendances du capitalisme fossile au XXIe siècle. D'une part, alors la première, c'est celle du capital de se déplacer vers des espaces de cheap labor. C'est-à-dire que le capital veut des endroits où le travail est pas cher, et du coup, ça va l'amener à aller vers des espaces qui, non seulement sont pas chers, mais il faut aussi qu'il y ait une infrastructure suffisante. Par exemple, l'industrie automobile peut difficilement s'installer au Bangladesh, puisque la logistique, l'infrastructure est insuffisante. Et du coup, elle va s'installer systématiquement dans des espaces qui sont énergétiquement très inefficaces et très polluants. Et en l'occurrence, le modèle, évidemment, c'est la Chine. C'est vers la Chine que se déplace le capital. Et du coup, cette tendance, si on la comprend, ce déplacement du capital vers des endroits, des espaces où le travail n'est pas cher et où l'énergie, où le système énergétique est très polluant, c'est que si la Chine devient plus efficace énergétiquement, en même temps, il y a généralement une corrélation sans une causalité avec une augmentation des salaires, ce qu'on observe en Chine des côtes, et bien du coup le capital, lui, en fait, va se déplacer, par exemple, vers la Chine de l'intérieur, qui est moins efficace énergétiquement, mais qui propose des salaires plus bas. Et du coup, ce qui fait que ça réfute complètement l'idée que le capitalisme, au fur et à mesure de son développement, améliore l'efficacité énergétique, et que donc, d'ici 10 ans, quand la Chine sera pleinement développée, tout ira bien. La deuxième tendance dont il discute, c'est l'idée, et c'est qu'on assiste plus que jamais aujourd'hui à un maintien d'hégémonie du capital fossile. Donc on va dire les grandes compagnies pétrolières, les compagnies d'extraction de charbon chinoises, etc. Et plus généralement, c'est ça qui est important de comprendre, du capitalisme fossile. On n'a jamais eu dans l'histoire une technostructure qui est aussi capitaliste, qui est aussi dépendante de l'énergie fossile. Quasiment n'importe quel secteur de la production est intégralement et essentiellement dépendant de l'énergie fossile. Et ce maintien de l'hégémonie du capitalisme fossile, c'est pas que lié à des subventions plus importantes de certaines énergies, comme parfois on peut l'entendre, mais c'est lié aussi à une profitabilité plus importante du secteur fossile. Ce qui a fait que des acteurs comme Shell et BP, qui avaient massivement investi dans les énergies renouvelables, donc l'éolienne et le solaire, dans les années 2000, se sont retirés massivement de ce secteur dans les années 2011-2012, parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement, bon, évidemment, ça fait concurrence à leurs propres énergies, l'énergie fossile, mais en plus, inconvénient supplémentaire, c'est que c'est très peu profitable en fait. Ils se sont rendus compte que il n'y avait quasiment aucune survaleur qui était réalisée. C'est peut-être lié effectivement à un niveau théorique au fait que c'est des industries qui emploient très peu de travail en fait, au bout du compte. Et du coup, autre facteur qui renforce cette hégémonie du capitalisme fossile, c'est que dans les dernières années et dans les dernières décennies, on a assisté à des investissements massifs dans des énergies fossiles, même si elles sont de moins en moins rentables, et on investit quand même dedans, donc le pétrole de schiste, le gaz de schiste, les installations pétrolières en haute mer, etc. Et du coup, on ne voit pas vraiment de désengagement du capital de l'énergie fossile, au contraire, il y a un engagement supplémentaire. Et il y a même, petite ironie de l'histoire, une crise de surproduction du secteur des panneaux solaires et des éoliennes, donc qui est concentrée en Chine parce que c'est là-bas qu'il y a les terres rares. Et il y a une quasi-faillite des entreprises productives. Donc, comme quoi,
pour la transition énergétique, la logique du capitalisme, enfin les crises de surproduction capitaliste jouent aussi un rôle négatif. Et du coup, on pourrait dire au final que la décarbonisation du capitalisme, on pourrait quasiment dire qu'elle est anticapitaliste. Parce que, elle conduit à une négation de la logique de déplacement du capital vers des espaces de cheap labor qui ont une infrastructure polluante. En gros, il faudrait contraindre le capital à aller s'installer en Suède où les travailleurs sont extrêmement chers, mais où effectivement c'est plus écolo. À une disparition, il faudrait faire disparaître toutes les compagnies pétrolières et charbonnières qui sont, on va dire, sur les 10 plus grandes entreprises, il y en a 8. Donc c'est pour donner. Et surtout, il faudrait supprimer ou modifier, altérer radicalement tous les secteurs capitalistes qui sont dépendants de l'énergie fossile. Pétrochimie, au revoir. Agriculture pétro-industrielle, au revoir. Le complexe militaro-industriel se saborderait de lui-même. Et donc, en fait, ce serait un peu... il faudrait demander au capitalisme l'abolition d'essentiel du capitalisme actuel. Il faudrait aussi s'aborder des investissements lourds et qui restent quand même relativement rentables, même si de moins en moins. Et il faudrait en plus faire une transition vers des énergies qui ne sont pas profitables. Du coup, la décarbonisation du capitalisme paraît structurellement impossible, en raison, tout simplement parce qu'il s'est structuré historiquement comme capitalisme fossile, et cette structuration n'est encore une fois pas le fait du hasard, puisque c'est parce que l'énergie fossile est matériellement adéquate au capitalisme. Et alors là, c'est là où je diverge un petit peu de ce que Andreas Malm me dit. Une intervention massive de l'État, à mon avis, et de la valeur, n'y changerait pas grand-chose. Parce que l'État, ne dispose pas ou plus des capacités de paiement nécessaires à une transition énergétique. Bon, la France est endettée à hauteur de son PIB, on se demande où est-ce qu'elle trouverait l'argent pour faire cette transition énergétique. Et surtout, à la limite, on pourrait envisager un endettement supplémentaire. Surtout, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que l'État se saborderait lui-même en sabordant le capitalisme fossile, puisqu'il est dépendant de toute l'accumulation du capital qui est réalisée par le capitalisme fossile. C'est-à-dire que toutes les rentrées sous forme d'impôts qui sont liées à la valorisation dans toutes les industries dépendantes du capitalisme fossile, eh bien, elles n'existeraient plus. Et du coup, on pourrait imaginer effectivement que le capitalisme basculerait partiellement vers des énergies renouvelables ou nucléaires. Donc, d'une part, ce serait insuffisant pour enrayer l'actuel dérèglement climatique et tutti quanti, tout ce dont j'ai pu parler. Mais en plus, ça entraînait d'autres problèmes intrinsèques à ces énergies qui, elles aussi, ne sont pas neutres, comme Christophe et Alpha Born a pu le dire, parce qu'elles sont déjà structurées de manière capitaliste. Il suffit d'aller voir comment sont fabriquées en Chine les éoliennes et les panneaux solaires pour se rendre compte que ce n'est pas non plus une fabrication neutre. C'est des industries capitalistes qui utilisent des terres rares qui sont très polluantes, qui en plus sont rares, qui sont cancérigènes et qui sont quasiment aujourd'hui uniquement concentrées en Chine. Et sans parler d'autres sources d'énergie potentielles, on pourrait parler des biocarburants qui non seulement sont en concurrence avec l'alimentation, mais qui dépendent elles aussi de l'agriculture pétro-industrielle. Donc, ce qui fait qu'en fait, on croit créer de l'énergie fossile, en fait, on en consomme. Excuse-moi, il y a encore le temps pour discuter après. Oui, j'ai tenu mes 40 minutes, j'ai fini. 2 secondes. Et du coup, le capitalisme optera plus probablement pour une ultime fuite en avant techno-capitaliste, avec une pseudo-solution qui s'applique uniquement au seul réchauffement climatique, qui est celle de la manipulation climatique ou la géo-ingénierie. C'est un peu la solution rêvée du capitalisme, on ne change rien, et en plus ça nous permet de faire de l'argent. Et le problème, c'est que, bon, outre ses origines militaires, c'est que ça aurait des conséquences désastreuses. Ce serait un petit peu la réalisation, enfin un petit peu le stade suprême de la destructivité, de l'hubris capitaliste. Donc, après ce survol de l'histoire du capitalisme fossile, on peut provisoirement conclure que c'est la dynamique du capitalisme
qui conduisit au début du 19e siècle à l'entrée dans l'Anthropocène comme capitalocène. Parce que c'est de l'expansion du capitalisme fossile que découle non seulement l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la pétro-industrialisation agricole qui a entraîné une érosion exponentielle des sols, une déforestation massive qui est, n'oublions pas, pétro-alimentée, hein, évidemment, ils y vont plus à la hache depuis un certain temps, des pollutions industrielles inédites, et toute l'infrastructure de transport, de circulation des marchandises et des travailleurs, qui est elle aussi pétro-alimentée. Et alors, petite ouverture méthodologique, on pourra dire « Ah, c'est encore un grand récit », mais il faut être conscient qu'en refusant de construire un grand récit, en refusant de construire des récits critiques de l'Anthropocène, en fait, on permet au grand récit de l'Anthropocène, qui est, avec toutes les critiques qu'on a pu lui faire, de se maintenir. Et du coup, toutes les micro-critiques postmodernes, malheureusement, permettent aussi à ce grand récit de se maintenir. Et il vaut mieux encore un contre-récit qui est socio-historiquement spécifique, qui ne parle pas de l'anthropos, qui est pluriel et qui est non dogmatique. Parce qu'il faut savoir que Malm dit ça, mais que Moore a des critiques vis-à-vis de Malm, que Moore construit d'autres contre-récits, et donc on n'est pas face à un nouveau grand récit du capitalocène, hégémonique, dogmatique, comme celui de l'Anthropocène. Voilà.